Alors, bonsoir. Mercredi le 16 août, on fait en collaboration avec l'entreprise GEOS qui était Hémisphère, une présentation sur les plantes aquatiques exotiques envahissantes pour le bien de la communauté riveraine des alentours du lac Cameron. Alors, on remercie M. Boris Domenech d'être présent avec nous pour faire cette présentation. Sachez que que la captation est enregistrée jusqu'à la fin. Alors, on vous invite par la suite, suite à la présentation de M. Domenech, de poser les questions qui vous sembleront pertinentes. Alors, c'est parti. Merci beaucoup. Donc, un petit mot de présentation. Effectivement, moi, je suis spécialiste en végétation dans le groupe GEOS. Mon travail, c'est particulièrement d'aller effectivement inventorier les milieux naturels au Québec et de voir les cortèges végétaux qui s'y développent. J'ai une formation de base en botanique. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un sujet d'actualité quand même qui est en fait donc les plantes aquatiques exotiques envahissantes. Donc, la présentation se déroulera comme suit. D'abord, on va revenir sur qu'est-ce que c'est une plante exotique envahissante exactement? Comment est-ce qu'on peut définir ça? Comment on fait pour identifier une plante exotique envahissante par rapport aux plantes qui ne le sont pas? Je vous donnerai également des exemples assez qu'on peut observer dans la vie de tous les jours, en fait, des plantes qu'on peut voir de manière au quotidien. En particulier, 4 exemples. Vous verrez, c'est des plantes que vous avez probablement déjà croisées et que vous n'avez pas nécessairement identifiées comme telles. Ensuite, donc, on verra les impacts de la présence de ces espèces envahissantes sur les activités humaines, mais également sur l'environnement au sens large. Après ça, je ferai une petite découverte des moyens de contrôle de ces espèces envahissantes lorsqu'elles sont présentes et également des procédés de restauration lorsque cela est possible. Et enfin, donc, la période des questions où je répondrai de mon mieux à vos questions. Alors, effectivement, une plante exotique envahissante au sens large, telle que définie par le ministère de l'Environnement de l'Environnement du Québec. C'est donc un végétal, effectivement, qui va être introduit d'abord hors de son aire de répartition naturelle. C'est-à-dire qu'à la base, le végétal en question va être amené par des moyens souvent liés aux activités humaines dans des endroits où il n'était pas. Ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, ce végétal va coloniser de nouveaux sites ou des nouvelles régions à un rythme rapide et peut former des populations dominantes. C'est-à-dire que même si on a une espèce qu'on va introduire à un endroit, si l'espèce ne se duplique pas, ne se multiplie pas, en fait, on ne peut pas la considérer comme étant une espèce envahissante. Et enfin, eh bien, l'établissement de cette espèce et sa propagation peuvent constituer une menace pour l'environnement, l'économie et la société. Donc, faut que ces 3 critères soient respectés. Non seulement une espèce qui vient d'ailleurs, également qui se reproduit de manière très rapide, et enfin qui présente une menace pour la société en général. Ici, je vous ai mis la liste des 18 espèces exotiques envahissantes prioritaires nommées par le ministère de l'Environnement. Bien évidemment, on ne va pas passer à travers de toutes celles-là, mais pour vous donner une idée, dans ces espèces, on retrouve à la fois des espèces qui sont de milieux aquatiques et des espèces qui sont dites des milieux terrestres. Comme je vous l'ai dit au début de la présentation, aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples de de différentes espèces, et en particulier de certaines qui sont relativement communes et qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. J'ai donc choisi pour cette présentation de vous parler de la berce du Caucase, du Myriophylla epi, de la renouée du Japon et du roseau commun. Si vous pouvez constater également que j'en ai pris 2 qui sont strictement aquatiques et 2 qui vont être plus dans les milieux terrestres, même si ce sont des espèces qu'on peut retrouver aux abords des lacs comme le lac Cameron. Alors,
D'abord, on va parler donc du roseau commun. Le roseau commun va se reconnaître en général au fait qu'il possède une forme, on pourrait dire, en plumeau, si vous voulez, comme pour faire la poussière, en particulier lorsqu'il est en fleurs. Il va former des grandes colonies dans les milieux humides non boisés, mais aussi il peut croître sur les sols un peu plus secs. Donc c'est une espèce qui à la base forme des grandes colonies, qui se retrouve dans les milieux humides, mais qui peut également coloniser les milieux secs qui sont adjacents aux milieux humides. On va en particulier le trouver dans les marais, dans les canaux de drainage des emprises des routes et des autoroutes. Si vous prêtez attention, lorsque vous prenez l'autoroute, vous allez voir cette grande plante qui borde de manière continue, souvent dans les fossés, et qui est régulièrement coupée pour pouvoir avoir une meilleure visibilité en fait sur l'autoroute. Cette plante est extrêmement compétitive et en fait, elle va recouvrir toutes les surfaces qui sont à sa disposition, tant et aussi longtemps qu'elle a du soleil. Elle peut même dépasser les 3 mètres de haut. Se trouver dans un marais à roseau commun, c'est un peu comme se trouver dans un champ de maïs, si vous voulez. Vous n'êtes pas capable de voir autour de vous, tellement c'est dense, puis tellement c'est haut. Cette plante va être extrêmement efficace pour se disséminer à l'aide des graines qui sont extrêmement légères, donc qui pourront être emportées par le vent, mais également et surtout à l'aide de son système racinaire qui va pouvoir se déplacer sur de grandes distances par rapport à son point d'origine. Les rhizomes particulièrement peuvent croître jusqu'à 3 mètres de long en une seule année. Ça, c'était pour le roseau commun. Le Myriophylle à épis, maintenant, qui lui est une plante strictement aquatique. C'est une plante vivace qui présente effectivement de grosses menaces face au lac au Québec. Cette plante va avoir son système racinaire directement planté au fond du lac et va produire des tiges qui peuvent faire plus de 6 mètres de long. Donc ça va être une plante, même si elle est accrochée dans son substrat au fond du lac, ça veut dire qu'elle peut, elle peut flotter au gré du courant sur plusieurs mètres. On la reconnaît facilement à sa feuille ici, en forme de plume en fait. Mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines espèces du myriophylle à épis, certaines espèces de myriophylle qui sont également indigènes au Québec. Donc, c'est pas parce qu'on trouve quelque chose qui ressemble à du myriophylle à épis dans un lac ou dans un milieu aquatique que ça va nécessairement en être. Pour être certain que c'est cette espèce-là, on peut utiliser les clés d'identification qui sont mis à disposition par le ministère, qui sont assez bien faites et qui sont assez faciles à suivre. Dans tous les cas, c'est relativement facile à identifier puisqu'il existe 6 espèces en tout et pour tout au Québec. Donc, le choix est vite fait. Cette espèce donc envahissante va être présente particulièrement dans les lacs, les étangs, qu'ils soient naturels ou artificiels, les marais, les chenaux et les baies calmes des rivières et des fleuves. Donc, en fait, tous les endroits aquatiques qui vont présenter une eau calme. On peut aussi également le reconnaître au fait que la partie qui porte les fleurs et les fruits va se retrouver hors de l'eau. Et enfin, cette espèce, en fait, va avoir une grande capacité de fragmentation de ses tiges, puisqu'elle, comme je le disais, elle produit des très, très longues tiges, capacité de fragmentation qui va lui permettre de se disséminer d'un milieu à un autre sur le principe du bouturage, en fait. On coupe un petit morceau, ça se retrouve dans un environnement propice, et là, ça prend racine et ça refait une autre plante. Ici, je vous présente j'ai choisi de vous présenter cette espèce-là. Elle n'est pas non plus hyper répandue, mais elle présente d'autres problématiques par rapport aux 2 espèces que je viens de présenter. Donc, cette espèce, la berce du Caucase, se retrouve en particulier dans les milieux perturbés, humides, le long des cours d'eau ou dans les prés et terrains vagues. Ce n'est pas une espèce qui pousse littéralement dans l'eau, mais elle aime ça être proche de l'eau. D'un point de vue environnemental, cette espèce n'est pas trop problématique parce que, eh bien, elle se dissémine moyennement bien. Par contre,
elle a de gros effets sur la santé humaine. En particulier, c'est une espèce qui peut causer des lésions au niveau de la peau lorsqu'on rentre en contact avec. J'y reviendrai plus tard dans la présentation. Cette espèce est quand même relativement facile à reconnaître par rapport aux espèces natives de berce du Québec, en particulier parce qu'elle possède une tige rougeâtre et parce qu'effectivement, les feuilles sont de très grande taille. Encore une fois, si on a un doute pour l'espèce à identifier, on peut se tourner vers les outils du ministère qui permettent de choisir entre les différentes espèces de berce. Je vais vous parler maintenant de la renouée du Japon. La renouée du Japon, elle aussi, se retrouve plutôt en milieu terrestre, même si elle aime beaucoup être aux abords des lacs et des cours d'eau. C'est une plante à croissance extrêmement rapide, qui va donc préférer les rives, les bords de route, les friches ou les jardins, également, donc, comme je le disais, les bords de lacs et cours d'eau. Souvent, on va la confondre avec quelque chose qui ressemble à du bambou parce qu'effectivement, lorsqu'elle est dans ces stades de croissance au printemps, ben, elle peut ressembler à des tiges de bambou. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le bambou en termes de végétal. Comme on peut le constater ici, ici, pardon, vous voyez bien ma souris? Mhm. Comme on peut le constater ici, les racines sont quand même assez conséquentes et ce sont en particulier des rhizomes qui vont lui permettre de s'implanter sur des grandes surfaces. Quand je dis grande surface, c'est vraiment par rapport aux autres végétaux qui sont normalement présents. Par exemple, cette plante va être capable d'aller de 2 à 3 mètres en profondeur, ce qui est quand même extrêmement important pour une plante qui est herbacée, et elle peut se déplacer juste avec ses racines jusqu'à 7 mètres de la plante initiale. Donc, c'est une plante qui va à la fois croître en sous-sol et également qui va s'étaler euh, assez loin. Pour la reconnaître, c'est assez facile quand elle est en feuilles, en fait. On va avoir des feuilles qui vont présenter comme si on les avait coupées à la base ici, de manière très droite. Et également, les feuilles vont être disposées de manière de ce qu'on appelle alterne sur la plante, c'est-à-dire qu'au lieu d'être les unes en face des autres, elles vont être en décalé. Cette plante en particulier a la capacité de diminuer la biodiversité végétale aux alentours parce qu'elle sécrète des substances nocives pour les autres plantes et elle accélère également l'érosion des berges parce que justement elle a un système racinaire qui va venir perturber en profondeur le substrat. Alors, maintenant que je vous ai présenté celles qui, selon moi, étaient relativement assez courantes, 4 espèces, donc comme exemple, on peut observer effectivement que la situation des espèces exotiques envahissantes au Québec est principalement problématique le long du fleuve, là où la population est la plus importante, comme par exemple ici dans les cantons de l'Est ou en Montérégie, autour de l'île de Montréal également. Et également, on observe que la plupart du temps, ces espèces sont présentes le long des grands axes de communication. On en observe également cependant en Abitibi, par exemple, qui présente un foyer plus concentré d'espèces issues des jardins de l'horticulture en particulier. Alors, maintenant qu'on a vu quelques plantes, quelques exemples de plantes et le fait qu'elles étaient très répandues sur l'ensemble du Québec, eh bien, on va pouvoir parler des impacts et des problématiques de ces différentes plantes au niveau de la société humaine. Si vous vous souvenez du roseau commun, j'en avais parlé. Donc, c'est une plante qui va principalement se retrouver dans le sud du Québec. Encore une fois, là où il y a le plus de population et également le long des voies de communication le maritime. Comme je le disais, c'est une plante qui va surtout se disséminer à l'aide de son système racinaire et des graines extrêmement volatiles et qui se retrouve dans les milieux humides. L'un des impacts principaux de cette plante, c'est le fait
que vu qu'elle pousse en touffe très dense, elle va faire écran à la lumière pour les autres plantes qui normalement devraient se trouver dans les milieux humides. Donc, nécessairement, on va avoir une diminution de la biodiversité végétale dans les endroits où cette plante se trouve. Également, c'est une nuisance pour certaines espèces d'oiseaux parce que ça les empêche d'utiliser leur milieu naturel comme d'habitude. En plus, cette plante va engendrer une évaporation plus rapide de l'eau puisqu'elle va donc boire toute l'eau qui se situe dans le milieu humide, va le remettre dans l'atmosphère, ce qui va finir par assécher en fait le sol plus vite que ce que ça n'aurait dû être si cette plante n'avait pas été là. Dernière chose, quand cette plante va mourir, elle va former des empilements assez importants de matière organique qui est très difficile à dégrader parce que je ne sais pas si vous en avez déjà arraché ou pas, mais c'est extrêmement coriace comme tige et ça se dégrade difficilement. Donc, ça empêche d'autant plus l'établissement d'autres espèces végétales. Le myriophylle à épis. Lui, donc, effectivement, on le retrouve dans les lacs. Et comme je le disais, c'est la fragmentation des tiges, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient provoquées par les activités humaines, qui va permettre la dissémination de cette plante. Également, si elle est bien implantée, elle va pouvoir croître dans le substrat à l'aide de ses rhizomes. Encore une fois, l'impact de l'envahissement des milieux par cette plante est une diminution de la biodiversité. Par exemple, il y a certaines études qui montrent que dans un herbier de myriophylle, on va avoir des assemblages de phytoplancton. Le phytoplancton, c'est des algues microscopiques, qui va être différent par rapport aux herbiers qui sont naturels ou par rapport aux zones qui ne présentent pas de myriophylle. Donc, ce qui signifie qu'il y a réellement un impact sur non seulement la dynamique, les échanges gazeux, les échanges de nutriments et la reproduction des autres plantes. La plupart du temps, quand on a du myriophylle également, ça va empêcher les autres plantes aquatiques de s'implanter. Et enfin, d'un point de vue, cette fois-ci, plus les impacts sur l'aspect humain, on va dire, c'est que il a été montré qu'aux États-Unis en particulier, lorsque le myriophylle est présent dans un lac, cela diminue la valeur foncière des propriétés qui sont autour de ce lac du fait que cette plante, on va dire, engendre un aspect négatif sur le paysage et la vue en général. La berce du Caucase, elle est issue en particulier donc des procédés d'horticulture et se dissémine par la production de ces graines qui peuvent être nombreuses. Effectivement, là, c'est dans la famille des ombellifères, des apiacées, pardon, et cette famille est connue pour disséminer un grand nombre de graines. La famille des apiacées, c'est la famille des carottes, par exemple. Le problème avec cette plante, c'est pas tant son impact environnemental que son impact donc sur la santé humaine. Elle va causer des dermatites, donc c'est des inflammations de la peau. En particulier, à partir du moment où la plante est coupée, brisée, eh bien, la sève qui entre en contact avec la peau va provoquer des brûlures au second degré qui peuvent parfois perdurer sous forme de cicatrices pendant de nombreuses années. C'est pour ça qu'effectivement, cette plante pose un problème de santé publique. Également, la sève est photosensible, c'est-à-dire que l'exposition au soleil par la suite d'une exposition à cette sève-là va causer des brûlures supplémentaires. La renouille du Japon, donc comme on a présenté tantôt. Donc à la base, c'est une plante issue des jardins puisqu'elle est très facile de culture, nécessairement, elle est très résistante à peu près tout et elle forme des haies assez rapides d'une bonne hauteur qui permettent de cacher la vue, par exemple, des propriétés adjacentes. Elle se dissémine par fragmentation et bouturage, non seulement fragmentation des tiges avec les feuilles, mais également fragmentation du système racinaire. Et en particulier lorsque de la machinerie est utilisée dans le cadre de travaux de terrassement, par exemple,
s'il y avait des morceaux de renouée accrochés soit à la pelle, soit aux chaînes, soit aux roues des engins, s'ils se retrouvent, si les engins ne sont pas lavés, s'ils se retrouvent dans un autre chantier, la renouée peut s'implanter. Un des impacts principaux, donc, encore une fois, de la renouée du Japon sur l'environnement, c'est la diminution de la biodiversité, comme les autres espèces. Mais ce qu'on observe en particulier, c'est qu'elle va favoriser l'érosion des rives, du fait que c'est une plante à croissance extrêmement rapide, qui va donc dégrader, qui va s'imbriquer en fait dans les rives et qui va engendrer plus de facilité pour les morceaux de substrat d'être décrochés. Également, il y a des études qui montrent que, bien évidemment, comme elle pousse en peuplement très dense, c'est plus difficile d'avoir accès aux rives pour le loisir, par exemple, quand cette plante est présente aux alentours des lacs. Et surtout, elle fragilise les infrastructures, c'est-à-dire que son système racinaire est tellement agressif, si je peux dire, que lorsqu'on a, par exemple, un quai, un vieux quai en béton ou une bordure un trottoir en asphalte qui est déjà abîmé, elle est capable de s'insérer dans les fissures existantes et de dégrader encore plus les infrastructures présentes. Alors, quels sont les comportements à adopter ou à éviter envers ces différentes espèces envahissantes en général? Donc, effectivement, en milieu aquatique, lorsqu'on pratique la navigation de tourisme de loisirs, il faut éviter de circuler à tout prix dans les herbiers aquatiques, quels qu'ils soient, parce que même si c'est un herbier aquatique qui n'est pas uniquement composé de myriophiles, par exemple, en passant dedans, on va nécessairement fragmenter certaines tiges, puis on va les emmener ailleurs avec l'embarcation. Il est évidemment conseillé de nettoyer les embarcations lors du changement de lac, que ce soit quelqu'un qui vient ponctuellement dans un lac ou quelqu'un qui utilise son embarcation sur plusieurs mêmes lacs, il est conseillé de nettoyer son embarcation avant et après chaque utilisation. Ça peut sembler fastidieux, mais c'est encore le moyen le plus simple pour éviter les problèmes. Et enfin, il est conseillé d'utiliser une rampe de mise à l'eau désignée, c'est-à-dire que la mise à l'eau des embarcations devrait se faire uniquement là où ça a été, où il y a des structures qui permettent, comme un quai qui descend directement dans l'eau à un endroit approprié. Concernant les comportements à adopter ou à éviter en milieu terrestre. Alors, évidemment, prêtez attention à l'origine du remblai domestique. Par exemple, dans certaines municipalités du Québec, on voit souvent des panneaux le long de la route avec marqué « Terre acceptée » quand les gens veulent mettre du remblai chez eux, par exemple, faire du nivelage de terrain. Ça, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours d'où vient ce remblai. Donc, si effectivement le remblai est contaminé avec une plante exotique envahissante, il est possible qu'elle s'installe à cet endroit-là. On essaye au maximum de disposer des résidus végétaux dans les centres appropriés, c'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est résidus de jardinage devrait être déposé dans un centre qui est capable de gérer les déchets végétaux comme les écocentres. Également, si vous souhaitez, si vous avez une population que vous souhaitez éradiquer, il est bien important de se renseigner à l'avance sur le site du ministère sur quels sont les protocoles à appliquer pour telle espèce. Parce que on ne fait pas la même chose avec la renouée du Japon ou avec le roseau commun ou avec le myrophile nécessairement. Et c'est important d'avoir les bonnes méthodes pour répondre aux bons problèmes. Tout ça, évidemment, c'est listé, comme je le disais, sur le site du ministère. Et enfin, quelque chose que vous pouvez faire à votre échelle, c'est d'effectivement essayer d'éviter de planter des espèces horticoles qui ne sont pas indigènes. Il y a une grande diversité de plantes au Québec en particulier qui sont très résistantes à nos climats et dont certains cultivars plus ornementaux sont développés dans les pépinières, par exemple, qui peuvent remplacer les espèces qui peuvent être utilisées à la place d'utiliser des espèces exotiques envahissantes. À présent, on va passer à la partie donc
où on parlait du contrôle et de la restauration quand c'est possible des différents milieux. Donc déjà, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu cette affiche? Elle est souvent utilisée en bordure de lacs ou de cours d'eau. Parce que donc effectivement, c'est une affiche qui est faite par le gouvernement, qui détaille à peu près, en fait, qui met en garde les usagers contre le problème des envahisseurs, des espèces envahissantes. Donc, ça, c'est la première chose à faire, c'est de sensibiliser le public à la présence de ces espèces envahissantes. Deuxième chose, c'est de proposer des stations de lavage obligatoires pour les embarcations de loisirs, avec une surveillance, parce que c'est pas toujours dit que tout le monde va respecter la règle du lavage avant et après. Et enfin, vulgariser un maximum donc le danger que représentent ces espèces auprès du grand public en utilisant différents médias. En particulier, il y a beaucoup de travaux qui sont faits non seulement par le ministère, mais aussi par des organismes à but non lucratif pour expliquer les bons réflexes à avoir envers ces plantes. Alors, maintenant, je vais vous présenter différentes grandes stratégies qu'on peut appliquer en général et qui donc pourraient vous servir d'exemple pour gérer certains envahissements. Donc déjà, effectivement, en milieu riverain ou terrestre, pour le phragmite, par exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle la lutte mécanique. Ça signifie qu'en fait, on va aller creuser très profond et qu'on va venir recouvrir la plante qui se situe en surface. Le problème avec ça, en fait, c'est que d'une part, c'est relativement coûteux puisque ça fait intervenir de la grosse machinerie et d'autre part, c'est qu'il est nécessaire de creuser assez profond pour aller chercher du sol non contaminé pour le remettre par-dessus. Puis ça peut aller jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. On ne parle pas d'une distance de juste 20 à 50 cm. Ça peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur, voire plus. Donc ça peut être très coûteux. Ça peut être quelque chose également de, comment dire, chronophage. Ça peut prendre du temps. Et on n'est pas toujours sûr que ça fonctionne à 100%. Cela dit, c'est une méthode qui a été éprouvée, qui a été montrée comme étant quelque chose d'efficace contre le roseau commun en particulier et la renouée du Japon. Un autre moyen de lutte mécanique, c'est l'arrachage. Donc ici, vous avez un exemple de la feuille de la berce du Caucase. Comme vous pouvez le constater, c'est immense. Ça, c'est juste une seule feuille, hein. Et effectivement, il est nécessaire de s'habiller avec un soute complet, des gants et une visière parce que, comme je le disais, eh bien, le contact de la sève avec cette plante peut être très dangereux. Cette technique de lutte mécanique par arrachage ne fonctionne que si on a une plante, on va dire, qui a un système racinaire très peu profond, parce qu'effectivement, ça va être plus facile à retirer. Donc, nécessairement, ce n'est pas possible, par exemple, contre le roseau ou la renouée du Japon, qui, eux, ont un système racinaire très développé. En milieu aquatique, il est possible d'effectuer de l'arrachage manuel, par exemple, contre le myriophylle aipi. J'y reviendrai tantôt. Souvent, c'est la technique la moins dispendieuse parce qu'elle fait intervenir les gens qui sont impliqués dans le projet, donc souvent les habitants, les locaux, les bénévoles. Et donc, selon le type de plante qu'on a éradiquée, ça peut être la moins coûteuse. Par contre, il faut faire attention que la fauche, c'est pas la même chose que l'arrachage et que la fauche en général sur les espèces exotiques envahissantes va être totalement inefficace. Donc, il faut vraiment aller chercher l'intégralité de la plante si on ne veut pas qu'elle revienne l'année suivante. On peut également employer des moyens de lutte physique, donc soit par bâchage, par géomembrane ou géotextile. La différence ici, c'est que la géomembrane, ça va être quelque chose, un revêtement entièrement imperméable qui va tuer tout ce qui est en dessous. Ce qui signifie que c'est clair que ça va être que tout va être parti, il n'y aura plus rien, mais nécessairement, on est obligé de faire de la restauration après la pose de cette membrane.
ce n'est pas une méthode qui est toujours efficace parce que ça se peut que les plantes reviennent par après, puisque une fois qu'on a découvert un sol nu, ben, ça se peut que les plantes reprennent. Par contre, c'est une technique qui peut faire ses preuves en milieu aquatique en particulier, sur le fond des lacs pour justement éradiquer le Myriophylla epi. Puisque à ce moment, mais il faut qu'à ce moment-là, la toile soit très bien fixée au fond pour pas qu'elle parte avec le courant. L'un des avantages de la géomembrane, c'est qu'elle est réutilisable plusieurs fois pour plusieurs projets. Le géotextile, qui est à peu près la même chose, mais c'est ce qu'on voit ici, en fait, c'est lui une toile qui va être perméable, donc il laisse passer l'eau, ce qui fait qu'on est capable d'aller planter d'autres espèces au travers pour éviter que l'espèce envahissante ne revienne. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette image, ici, on avait un peuplement de renouée du Japon. Puis, on a recouvert ça avec du géotextile qui va être fixé dans le sol à l'aide de clous. Puis, au travers de ça, on a planté des arbres. Donc, dans le fond, ça va laisser la chance aux arbrisseaux, de se développer, de devenir des vrais arbres, de manière à être plus compétitifs une fois en place avec les possibles rejets de renouée qui pourraient repartir. Le problème avec cette méthode, c'est que c'est un usage unique puisqu'au bout de 2 ans, le géotextile va être trop dégradé pour être manipulé et il va finir par être complètement réintégré au cycle dans le sol. En milieu aquatique maintenant, eh bien, il est possible de lutter contre certains herbiers envahissants à l'aide d'une toile de jute. La toile de jute, en fait, c'est une fibre végétale. Donc souvent, ça va être des fibres de coco. Également, qui va être déposé au fond du lac. Donc, en fait, ça va permettre de couper la lumière aux plantes qui sont présentes au fond du lac. Et donc, au final, donc, de permettre à d'autres espèces de s'implanter par-dessus, puisque c'est une toile qui va pouvoir se dégrader avec le temps. C'est difficile à installer parce que, comme vous pouvez le constater, ça nécessite une équipe de plongeurs, puis c'est pas nécessairement facile à manipuler. Mais si elle est correctement installée, c'est relativement efficace. Alors, pour conclure, mieux vaut prévenir que guérir. C'est toujours important de savoir quels sont les bons gestes à adopter en amont, si je peux dire, pour justement éviter l'installation de ces espèces, parce qu'une fois qu'elles sont là, c'est relativement difficile de s'en débarrasser. Selon les différentes méthodes et techniques qui permettent l'éradication que je vous ai présentées, elles sont plus ou moins efficaces. Et puis, c'est surtout, encore une fois, très important d'appliquer la bonne méthode pour la bonne plante. Ce que je pense qui est le plus important et que je conclurai là-dessus, c'est de rester vigilant au cours du temps et de manière à pouvoir s'attaquer aux premières plantes observées, premières colonies qui peuvent s'implanter, puisque c'est toujours plus facile de supprimer les premiers arrivants, en fait, les premières plantes qui arrivent, plutôt que de s'attaquer à une colonie déjà bien implantée. Donc, j'ai fini ma présentation. Je vous laisserai le temps pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci de votre attention. Merci, M. Dominique. Alors, est-ce que quelqu'un aurait des questions au sujet de la présentation? Ça peut être quelque chose, mettons, si vous constatez un problème autour de chez vous ou si vous aviez quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place, que vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup? Comment faire? Ce genre de choses. Moi, je peux peut-être intervenir. Au lac Cameron, dans une des baies du lac, on a découvert le roseau commun et on a fait une démarche auprès de la municipalité parce que c'est en bande riveraine. Alors, on a dû communiquer avec eux pour qu'il y ait une intervention. L'an dernier, on avait pris par nous-mêmes d'aller voir sur YouTube et savoir comment on faisait pour
éviter et enlever la plante qui s'était déjà installée. Ça a été fait de façon mécanique là, avec des pelles et puis des bénévoles qui ont enlevé cette plante sur la bande riveraine, mais elle est revenue cette année. Alors, on a une démarche là, qui est en cours avec la municipalité. Évidemment, c'est plus long que de se dire quelques bénévoles, on prend une pelle et puis on enlève la plante. Là. Il y a une démarche qui est faite auprès de la MRC des Laurentides avec l'entreprise Rappel aussi qui doit donner un coup de main avec la municipalité. Alors, on va faire plus tard un appel aux bénévoles quand on aura la date de la visite de Rappel. Mais on s'inquiète vraiment là, on a peur du temps qui passe et du fait que les fleurs ou les plumeaux peuvent apparaître d'ici à ce temps-là. Et on se questionne sur qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit couper les têtes? On a eu toutes sortes d'informations. On ne doit pas y toucher, c'est vraiment c'est très fragile. Alors tout ça, là, ça Je devrait être comprends. compliqué. Je comprends, mais si je peux, déjà, vous pouvez trouver beaucoup d'informations dans ce livre-là, qui est très complet en particulier, qui a des stratégies, qui propose des stratégies de gestion des plantes assez détaillées. Puis, encore une fois, je vous encourage à aller voir, déjà à avoir des contacts au ministère. Généralement, sur ce genre de questions, on peut arriver à trouver pour la gestion de la direction de la flore régionale, on peut trouver des interlocuteurs pour ça. J'avoue que c'est une bonne question, savoir si on coupe ou pas les têtes avant qu'elles arrivent au niveau de la floraison. Moi, de ce que je sais sur le roseau commun, effectivement, plus on coupe, plus ça pousse. Donc, c'est un peu comme l'hydre à cette tête-là. C'est peut-être pas nécessairement une bonne idée de couper au fur et à mesure. Cela dit, si c'est pour prévenir l'apparition des parties florales, peut-être que ça peut être quelque chose, effectivement. Mais encore une fois, je vous recommande d'aller voir ça avec le ministère directement. Oui, alors on est à cette étape-là et puis on attend des nouvelles là, à savoir à quel moment l'intervention sera faite. Et puis on se demande comment cette plante-là est arrivée sur notre lac. Tu sais. Ah, L'endroit où c'est situé, on a des vents de face. Et puis, tu sais, on se demande, est-ce que ça vient du fond de la baie? Est-ce que ça vient des bateaux qui auraient amené ça euh, avec la circulation, le mauvais lavage? Et puis, ça aurait fait que la plante s'est installée dans le fond de cette baie-là parce que les vents sont puissants et amènent habituellement toutes sortes de choses là, pendant la saison. C'est ce qu'on se questionne, là, comment cette plante-là s'est installée à cet endroit-là. il est probable que ce soit venu effectivement par dissémination par le vent. Comme je le disais, les graines se disséminent facilement. Puis surtout, s'il n'y a pas eu de perturbation initiale en termes de, mettons par exemple, s'il n'y a pas eu d'excavation, de travaux proches, donc nécessairement pas d'arrivée de la plante sous forme de racines, c'est donc plus probable qu'elle soit arrivée sous forme aérienne. OK. À suivre pour ça. Et moi, j'ai une question. La berce du Caucase, Oui. euh, quand on voit la plante, c'est assez impressionnant, là, les grandes Mhm. feuilles. Quelle hauteur ça peut avoir, ça? Est-ce que c'est seulement un plant ou c'est une multitude de plants qui sont rapprochés? Comment on fait pour les reconnaître? C'est souvent, euh, c'est souvent plusieurs plants qui sont rapprochés, qui sont très hauts. En particulier, les plants peuvent faire 2 à 3 mètres de haut et peuvent être les uns à côté des autres. Donc, c'est des peuplements qui sont relativement. Les plants peuvent être légèrement espacés. C'est pas aussi dense que, mettons, du phragmite, par exemple, du roseau. Mhm. Mais on va avoir des plants qui peuvent monter à plusieurs mètres de haut, ça oui, puis qui sont en général les uns proches des autres. Comme je le disais, c'est une plante qui va se disséminer, qui va faire beaucoup de graines. Donc, à partir du moment où il y a un plant qui est arrivé, bah, les autres vont être sur les côtés.
mais c'est pas une plante qui va nécessairement se disséminer par les racines. Donc, c'est pour ça qu'elle va moins s'étendre, si je peux dire. OK. Est-ce que ça Euh, répond à votre question? oui, merci. Mhm. France Mailleux, vous avez une question? Oui, je voulais savoir, pour le roseau commun, vous parliez tantôt que c'est à partir de la fleur que les graminées se répandent. Jusqu'à quel, tu sais, parce que c'est volatile, à ce moment-là, ça peut se transmettre à quel, tu sais, ça ne doit pas se transmettre à des kilomètres, là. Parce que si je regarde autour du lac dans nos fossés, il n'y en a pas. Mhm. Donc, je me suis posé la question au niveau des. Bon, on sait que ça devient très haut, mais c'est quoi au niveau de la volatilité? C'est quoi je ne sais pas comment dire ça, l'environnement volatile que ça peut atteindre? La distance de dispersion, Oui, c'est une c'est bonne ça. question. La distance de dispersion pour le roseau, je pourrais pas vous dire, je la connais pas. Mais dans tous les cas, pour tout ce qui est plantes qui sont disséminées par le vent, en général, ça peut aller de quelques mètres à plusieurs kilomètres, dépendamment de effectivement du type. Déjà du type de vent, si on est sur des tempêtes exceptionnelles comme on a eu ces derniers temps, bah, nécessairement les plantes se dispersent plus loin. Si ça dépend aussi je connais pas la portance, on va dire, de la graine du phragmite là, mais clairement ça dépend aussi de si elle est capable de se disséminer à large échelle, on va dire. Et en général, c'est le cas. Par exemple, si vous comparez, mettons, bah, par exemple, avec la graine des érables, les hélicoptères qui tournent comme ça, Ouais. bah, nécessairement, eux autres vont pas aller très très loin. Ils vont aller peut-être une centaine de mètres, pas plus. Alors que le phragmite, ça peut être plus, surtout les graminées, comme vous dites, ça peut être beaucoup plus loin. D'accord, merci. Je m'excuse, pour l'étendue de la population d'un phragmite, là, est-ce que d'une saison à l'autre, quel genre d'ampleur ça peut prendre? Tu sais, là, présentement, c'est ciblé à à certains emplacements. Si on s'en occupe pas ou si on s'en occupe pas de la bonne façon, est-ce que Mhm. ça aura doublé l'an prochain? Comment ça fonctionne? Ben, ça va dépendre de beaucoup de facteurs en particulier. Et comme je le disais, le phragmite, par exemple, pousse très mal à l'ombre. Donc, si c'est dans un milieu qui est extrêmement restreint ou qui va être entouré par des arbres matures et très ombragés, il va avoir du mal à se répandre, par exemple. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ça dépend aussi comment dire, si c'est facile de s'intégrer dans le substrat. Vous voyez, si c'est une berge très rocheuse, c'est clair qu'il va avoir plus de difficultés à s'enraciner, alors que si c'est quelque chose qui est plus comme du sable ou du limon, ça va être très facile. Alors donc en termes d'envahissement, je pourrais pas vous donner un chiffre, mais de ce que je vous ai présenté tantôt, certaines racines peuvent croître jusqu'à 3 mètres de long par année. Quand même. France Maillot, vous avez une question? Oui, j'ai une autre question. Au début de la présentation, vous avez montré sur la page de présentation, il y avait les fleurs comme mauve-bleu en épi qu'on voit beaucoup sur le long des chemins. Euh, Oui. est-ce, est-ce que c'est des plantes qu'on retrouve de plus, oui, comme celle en haut, là? Mhm. Est-ce que c'est est-ce que c'est des plantes qu'on retrouve vraiment beaucoup auprès des lacs? Ça, c'est la salicaire pourpre, qui est une échappée de culture à la base et qui se retrouve énormément le long du Saint-Laurent, en fait. À la base, elle est arrivée par bateau, puis elle s'est disséminée tout au long du Saint-Laurent. Puis elle est remontée dans les différents cours d'eau. Alors, on la trouve plus dans des cours d'eau par rapport à des lacs, effectivement. Parce qu'elle va plus, elle va également avoir des graines qui se distribuent au gré des eaux cette fois-ci. Donc, nécessairement, il faut avoir un courant d'eau, alors que dans un lac, nécessairement, c'est de l'eau qui est plus calme, on va dire. Mais Donc, est-ce que oui. l'impact que ça a au niveau, est-ce que ça a la même, est-ce que ça grandit aussi vite que le roseau commun? Est-ce que c'est aussi nocif pour nos lacs?
C'est différent parce que la salicaire va avoir un autre impact, va plus avoir un impact. Par exemple, le roseau va beaucoup avoir un impact sur la stabilisation des sols et également le cycle des nutriments dans le sol, alors que la salicaire, ça va plus être, par exemple, qu'elle va prendre la place d'autres espèces. Cela dit, tout n'est pas bon à jeter avec cette espèce-là, par exemple, parce que les insectes sont très friands de ces fleurs en termes de pollinisation. Donc, c'est pas les mêmes. Oui, c'est problématique pour la diversité, mais c'est pas les mêmes impacts par rapport au roseau, si vous voulez. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Joanne, vous avez une question? Oui, mon nom est Gabriel, je parle au nom de Joanne. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous Oui, entends. merci. Excellent. Bon, là, je n'ai pas trouvé le truc de la caméra, désolé, mais je vais poser ma question. Vous avez montré un livre tantôt pour combattre, éradiquer toutes les plantes envahissantes. Est-ce que vous pouvez nous donner la référence? Bien Est-ce que sûr. c'est possible de l'avoir sur Internet ou il faut l'acheter? Ça, c'est Allez-y. Oui, celui-là, il faut l'acheter. C'est un livre qui est publié par le gouvernement du Québec. Ça s'appelle 50 plantes envahissantes. Je vous mettrai je peux vous mettre est-ce que je peux mettre la référence dans le chat? Probablement, oui. Voilà, vous avez la référence dans le chat. OK. Dans le fond, c'est ça. C'est pas nécessaire. Il faut faire attention. C'est pas un livre qui explique comment éradiquer, mais ça donne des pistes pour certains protocoles, certaines études, de manière à. C'est pas une Bible, hein, on s'entend, parce que c'est encore une science qui est balbutiante, on va dire, la gestion des espèces envahissantes, mais ça donne des pistes de gestion, effectivement. OK. Donc, ma deuxième question, elle est plus générale. Est-ce qu'on connaît le portrait de la situation des plantes envahissantes au lac Cameron? Est-ce qu'on sait à quoi on s'attend là? Là, je parle à l'association parce que vous ne pouvez pas le savoir, là, Non, Maurice, effectivement. mais je parle aussi à la municipalité quand même qui est au courant bien des affaires. Fait que, est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on a un portrait global de quoi à quoi on s'attend, là, sur quoi on doit se battre, là? Est-ce qu'on est au courant ou on le découvre cette année, là? En fait, je peux peut-être vous répondre. Je suis Dany Dubreuil de l'association. Gabriel, présentement, notre combat se situe au niveau du roseau commun. Pour l'instant, c'est la seule plante envahissante qui a été répertoriée au lac. L'année dernière, on en a fait l'arrachage. Cette année, on est en démarche avec la municipalité, la MRC et puis l'OBV. Et pour l'instant, ça se limite à ça. On a une plante indigène parce que tout à l'heure, on a vu le myriophylle à épi, mais on a aussi le myriophylle indigène. Mais ça, c'est une plante qui n'est pas envahissante et on en a à quelques petits endroits dans le lac, mais ce n'est pas problématique. Alors, pour l'instant, les plantes aquatiques exotiques envahissantes sont seulement situées sur la problématique du roseau commun. Il y a aussi une plante envahissante. Attendez que je retrouve le nom, là. C'est une plante qui est sur un terrain. La pétasite du Japon. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Lucie. La pétasite du Japon. Alors, la personne est au courant de la problématique. Est-ce qu'ils vont éradiquer cette plante-là sur leur terrain? Là, ce n'est pas encore certain. Peut-être que Lucie, tu peux prendre la balle au bon pour informer. En fait, la personne est au courant, mais elle pense être en mesure de contrôler la plante par elle-même. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire, nous, vu que c'est un terrain privé. On ne peut pas forcer la personne à faire quelque chose, à l'arracher. C'est là où on en est. Donc, Gabrielle, Lucie fait aussi partie de l'association et on est quand même assez vigilant là, quand on voit des plantes ou
on fait vraiment nos recherches et on s'informe. On a les clés d'identification aussi. On s'en charge du mieux qu'on peut. On est des bénévoles, alors on n'est pas ni des botanistes, ni des spécialistes, mais on vous invite à garder quand même l'œil ouvert. Évidemment, la plante, le roseau commun est arrivé, on ne sait pas comment, mais on invite les gens à... On a fait une petite capsule vidéo là, pour vous montrer de quoi ça a l'air. On invite les gens quand ils font le tour du lac, canot, en kayak, en ponton, en peu importe, de jeter un coup d'œil, puis peut-être de nous donner l'intervention si jamais vous voyez quelque chose là, qui vous interpelle. Et écoute, j'admire le travail que vous avez fait et c'est une très, très bonne initiative, les vidéoconférences. J'avoue là, que ça, c'est merveilleux. Mais là, vous piquez tellement ma curiosité que j'en savoir de plus en plus. Là. Et je me dis, bon, là, le roseau commun, j'ai vu des feuilles chez nous, là, puis je me dis, c'est un roseau commun ou c'est un roseau indigène là, qui est normal? Et là, on s'y perd un peu. Là. Mais écoute, moi, le problème, l'affaire là-dedans, c'est que si j'ai un problème, je veux trouver les moyens pour éradiquer la patente. Là, tu sais. On l'élimine, on l'élimine. C'est pour ça que je posais ma question au conférencier tantôt. Est-ce que le livre me donne des alternatives que je puisse me prendre en main? Puis si ça, c'est indigène, ça, c'est pas indigène, c'est envahissant, je peux l'éliminer de telle et telle façon. Oui, effectivement, dans ce livre-là, vous avez une descriptive de la plante, donc avec la plante telle qu'elle est présente dans la nature, donc pour l'identifier. Puis après, vous avez une partie qui décrit les problématiques liées à cette plante. Et après, vous avez certaines méthodes pour l'éradiquer. Donc oui, effectivement, si vous avez identifié la bonne plante, vous allez pouvoir avoir comment on appelle ça? Vous allez pouvoir avoir des exemples de quoi faire et comment le faire. Oui, c'est ça. Et ma question, mettons que j'ai une plante envahissante sur le bord de la rive, mettons, tu sais, du bord du lac. Là, on ne peut pas toucher au bord du lac, on connaît les règles. Alors, qu'est-ce que je fais? J'appelle qui? J'appelle la municipalité pour dire, hey, là, tu te déménages, c'est toi qui s'en occupe ou c'est moi qui s'en occupe? En fait, je peux répondre, si vous voyez une plante qui peut être problématique, selon le livre des 50 plantes envahissantes, je vous invite à communiquer avec l'association. OK. L'association, ensuite, va faire le démarchage pour rejoindre la municipalité, comme on a fait pour le roseau commun. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, ce qui est en bande riveraine, la bande riveraine appartient à la municipalité. Alors, on n'a pas le droit d'intervenir en bande riveraine. Alors, si jamais vous voyez quelque chose qui pourrait être problématique, seulement nous envoyer un courriel à l'association, à l'appel, et puis on va être en mesure de faire déplacer un de nos administrateurs, aller constater et ensuite faire une démarche. Si elle doit être faite, faire une démarche directement auprès de la municipalité. Excellent. Hey, encore une fois, merci pour la conférence et c'est une très belle initiative. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, on va passer à la prochaine question de Mme Céline Jean. Oui, bonjour. Je m'excuse. Finalement, ça a été répondu, mais j'ai le roseau commun. Moi, je suis au lac de la Grange. Le roseau commun, j'écoute, j'entends, mais je me dis, mon Dieu, c'est une lutte, moi, toute seule contre le roseau commun, finalement. C'est pour ça qu'il existe non seulement des associations comme celle du lac Cameron, mais également vous avez des ressources au ministère, encore une fois. Vous pouvez faire appel aussi à probablement des organismes à but non lucratif ou autres qui sont spécialisés dans la gestion des plantes envahissantes. Puis effectivement, comme je le disais, ça dépend du degré d'envahissement, mais si c'est pris relativement tôt, il est possible de s'en sortir à peu de frais tout seul pour la gestion quand les premières plantes apparaissent. Mais là, il y a aussi à ce niveau-là là, que
j'ai de la misère à comprendre parce que là, j'entends que la bande riveraine, je n'ai pas le droit d'y toucher. Mais par contre, on me dit que si je vois le roseau commun, je m'en vais sur le ministère de l'Environnement pour me dire comment lutter contre le roseau. Et on me dit que, OK, on peut creuser, là, mais il y a aussi que je peux faire la coupe de tige pour éviter que la colonie se propage trop rapidement. Mais en même temps, je vous écoute, puis là, il ne faut pas que je coupe. Je coupe ou je coupe pas. Tout dépend de la situation d'une part. Et puis effectivement, en bande riveraine, tout ce qui est milieu hydrique vont être protégés par certaines lois, en particulier la LQE 22. Donc, il est nécessaire de faire des demandes spéciales pour la gestion des espèces envahissantes auprès du ministère quand il s'agit d'espèces qui sont dans un milieu hydrique ou humide. OK. Voilà. Donc, ça prend un signalement pour de la gestion au ministère qui va être accepté, c'est pas le problème. Mais c'est juste que comme c'est en bande riveraine, comme c'est dans un milieu sensible, on peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il faut quand même avoir un plan d'action clair. En ce temps-là, effectivement, faut pas y aller tout seul, entre guillemets. Faut pas faire ça tout seul. Puis il faut être accompagné pour gérer ces genres de problèmes-là. Donc là, c'est préférable que je ne touche pas du tout, même Non, si mais il faut faire un signalement. le signalement il est fait. OK. Même si la petite fleur elle pousse puis que le vent pogne là-dedans, je laisse faire ça. C'est exactement ça. Écoutez, Puis malheureusement, est-ce que le ministère est rapide pour venir gérer la situation ou faut justement que ça ne devienne pas trop gros? Parce que vous comprenez, c'est comme... je comprends Oui, bien. quand c'est tout petit, il faut le régler tout de suite, mais là, s'il faut que j'attende puis ça prend une éternité, je vais me retrouver avec un gros problème. Parce que moi, en plus, je sais comment c'est arrivé sur mon lac. C'est arrivé par un beau pot que quelqu'un trouvait ça bien cute. Oui. Alors, même si c'était coupé dans un pot, ça s'est retrouvé. Là, c'est rendu sur 2 terrains. En l'espace de 2 ans, 3 ans, mettons, ça a fait 2 terrains. Là. Je comprends. Alors là, je me dis, bon, le ministère, s'il vient dans 2 ans, ben ça va faire 4 terrains, mettons. Je vous conseille d'appeler, très honnêtement, je vous conseille d'appeler la ligne pour la direction de la régionale de la faune et de la flore de votre. Chaque région administrative du Québec a sa direction régionale qui lui est attitrée. Puis vous pouvez avoir quelqu'un au bout du fil qui va vous donner des indications précises sur ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Parce que la gestion va être légèrement différente en fonction des régions administratives. Okay. Ben, c'est sûr que là, je vais attendre. Ben, j'ai déjà communiqué avec la ville, alors je vais attendre, mais ma curiosité, c'est de voir est-ce que c'est rapide quand on fait mention comme quoi qu'il y a une plante envahissante, avant que justement ça devienne trop gros. Ça va dépendre tout va dépendre de la situation. Dans le fond, ça va dépendre de savoir si la situation est jugée, par exemple, dans le cas d'une population, mettons, de la berge du Caucase, c'est jugé prioritaire parce que ça a un impact direct sur la santé humaine. Le roseau commun va avoir plutôt un impact sur l'environnement, ce qui est peut-être jugé légèrement moins prioritaire. OK. OK. Si je peux intervenir, Madame Jean, je vous ai invité à téléphoner, à parler avec l'inspectrice adjointe. Et je pense que c'est ce que vous avez fait, là, selon nos communications. Oui. Il va y avoir une intervention au lac Cameron. Peut-être qu'elle pourrait, avec l'entreprise qui va venir faire l'intervention au lac Cameron, joindre les 2 événements dans un même temps, là. Alors, peut-être c'est quand vous, votre... on n'a pas de date encore. On est en attente de l'inspectrice qui va nous transmettre la date qui a été choisie avec la disponibilité de l'entreprise. Alors, je pourrais vous en faire part là, par un échange courriel, mais je vous invite quand même à lui téléphoner et puis qu'elle le sache qu'il y a une intervention à faire chez vous. Et de cette façon-là, ils pourront peut-être faire les 2 interventions du même coup. OK, parfait, merci.
Madame Mailleux, vous avez une question? Oui, en fait, j'avais une question par rapport à la pétatique du Japon. Je veux savoir, on parlait qu'il y en a sur un terrain, mais est-ce que c'est une plante qui se faufile comme le roseau commun ou si rapidement? Est-ce que M. Non, Dominique pourrait m'informer? c'est moins. Cette plante-là, par contre, va être plus problématique pour sur le point de vue de la santé humaine, en fait. Parce que la pétasie du Japon, c'est comme la berge du Caucase, ça engendre voyons, j'ai perdu mes mots. Ça engendre des brûlures suite à l'exposition à la sève et au fait que la sève rend photosensible. Donc, c'est pas exactement les mêmes problématiques non plus par rapport au roseau commun. Justement, c'est plus du domaine de la santé publique. Donc, à ce moment-là, il faut faire une déclaration auprès du ministère pour cette Normalement, oui. plante-là, même si la personne dit qu'elle va s'en occuper. Bah, là, c'est délicat parce qu'effectivement, d'après ce que dit Madame Dubreuil, c'est sur un terrain privé. Mhm. Donc, nécessairement, on ne peut pas intervenir non plus. OK. Merci. J'ai une question concernant la renouée du Japon. Oui. Est-ce que c'est une plante qui se fond facilement dans le décor ou est-ce qu'on la verrait pas sur les bancs de riveraines? Non, elle Euh, arrive en grand peuplement généralement, puis c'est des touffes c'est des plantes qui peuvent faire 2 à 3 mètres de haut quand même. Et Ah, ok. encore une fois, si vous avez des doutes, regardez au printemps, comme je vous ai montré sur la photo, ça ressemble À du, vraiment voilà, ça à du ressemble vraiment bambou? à du bambou comme ça, là. On la voit très bien au printemps, elle est vraiment, quand elle pousse, c'est vraiment, on peut pas la rater. OK. Donc, ce sera plus facile de l'avoir. Mais c'est parce que nous, on a beaucoup d'inondations. Ben, l'eau du lac monte assez haut là, au Mhm. printemps. Alors, ça va prendre un petit moment avant qu'on soit capable d'identifier ce genre de plantes, j'imagine. Bah, surtout, dès le départ, comme je vous dis, si vous savez qu'elle est là, déjà, il y a le fait qu'à l'hiver, elle va laisser des grandes tiges creuses, vides, qui ressemblent encore une fois à du bambou, brunes, comme ce qu'on peut voir ici, là. Fait que vous pouvez elle reste longtemps à l'hiver, avant les premières neiges, ça fait des grandes tiges sèches, on peut observer. Donc, vous pouvez aussi l'identifier comme ça. Et pour l'éradiquer, est-ce que c'est est-ce que c'est une technique complètement différente de ce qu'on fait avec les autres plantes? C'est à peu près comme le phragmite en général, donc il faut Ah, aller la chercher en profondeur pour enlever au niveau des racines. OK, je comprends. Madame Maillot, vous avez une autre question? Ou pas? Votre main est levée. Mon micro était fermé, excusez. Ah. Je veux savoir, est-ce que vous êtes au courant si dans notre région, s'il y en a beaucoup de la renouée du Japon? Pour ça, je vous invite à aller voir le site web Sentinelle, qui est la carte en fait que j'ai montrée ici. Ça vient de là. Ça vous permet vous pouvez faire un zoom sur votre région, puis vous pouvez avoir, évidemment, c'est pas toutes les présences qui sont prises, c'est uniquement les présences référencées, mais vous pouvez avoir une idée de savoir s'il y en a ou pas. De ce que j'avais regardé, aux alentours du lac Cameron, il y avait un peu de berce, mais pas tout près. Il fallait quand même aller un peu loin. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions pour M. Dominique avant qu'on se quitte? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vous remercier, M. Dominique, pour cette présentation et la réponse à nos questions. C'est vraiment très apprécié et je crois que les gens auront appris beaucoup de choses ce soir. Merci beaucoup à vous. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.